ce pourquoi je me bats ici au niveau européen, c'est qu'on peut mettre davantage de régulation de l'économie. Bonjour aux abonnés de Civicio, on est aujourd'hui en direct du Parlement européen à Bruxelles pour entamer une série de vidéos sur l'Union européenne et pour apprendre un peu ensemble comment fonctionne cette grosse machine. Notre invité du jour est Manon Aubry, tête de liste aux élections européennes de mai 2019 pour la France Insoumise, eurodéputée depuis lors et coprésidente du groupe parlementaire Gauche Unitaire Européenne, l'extrême gauche au Parlement européen. Juste la gauche, c'est bien. Juste la gauche, alors. Pour nos abonnés, on précise que le Parlement est une institution centrale au niveau de l'Union européenne, mais qu'il ne dispose pas de la capacité d'émettre des propositions de loi directement. Ça, c'est plutôt le rôle de la Commission. Et la première question qu'on voulait vous poser, c'est pourquoi avoir décidé de vous présenter aux élections parlementaires européennes et qu'est-ce que la marge de manœuvre concrètement de l'eurodéputé dans l'institution? Alors moi, j'avais jamais envisagé de faire de la politique tout court dans ma vie. Et presque ça m'est tombé sur un coin de la tête. Je travaille pour une ONG qui s'appelle Oxfam dans la lutte contre les inégalités et l'évasion fiscale. C'était mon boulot au quotidien, alors qu'il y a une dimension politique immense, mais qui n'est pas à faire de la politique et encore moins de la politique politicienne. Et j'avais jamais envisagé, j'avais jamais milité politiquement quelque part, encore moins me présenter à une élection. Et la France Insoumise est venue me chercher dans le courant de l'année 2018 pour me proposer de me présenter sur la liste avec eux et même d'être tête de liste. Mon premier réflexe a été de me dire jamais de la vie, parce que le monde politique pour moi n'était pas un monde qui était fait pour moi, qui me donnait pas envie, et puis je pensais que j'étais plus utile dans le secteur associatif. Et en fait, il y a deux raisons principales qui m'ont convaincue finalement d'accepter au bout de 3 mois de réflexion quand même, donc 3 longs mois où j'ai d'abord dit beaucoup de fois non avant de finalement dire oui. La première, c'est que c'est vrai que le monde politique, quand on le regarde, il donne pas très envie. Déjà parce que c'est un monde dominé par les vieux mâles blancs dominants, d'une part, et parce que on a l'impression qu'ils font plus de politique politicienne que de combat de fond. Mais après, je me suis dit, si on te donne l'occasion d'entrer en politique et tu la refuses parce que le monde politique te plaît pas, ça veut dire que tu ne te donnes pas les moyens et tu ne saisis pas cette opportunité qui t'est donnée de changer ce monde politique. Ça, c'est la première raison qui m'a convaincue. Et la deuxième, sur quelle est mon utilité dans le secteur associatif versus le monde politique. J'ai réfléchi à tous ces moments où j'ai défendu des mesures de lutte contre l'évasion fiscale au niveau français comme au niveau européen, et au dernier moment on a perdu un vote où il s'est fait retourner dans la nuit parce que à la fin dans le milieu associatif on a moins de pouvoir et moins d'influence que notamment les lobbies, et je me suis dit que si c'est moi à la fin qui appuyais sur le bouton, a priori j'avais confiance au fait que je ne céderais pas face aux lobbies, et donc c'était une manière de continuer et poursuivre mon engagement associatif et de lui donner une traduction politique mais de défendre les mêmes combats. Et donc tout ça m'a amené finalement à dire oui, alors que j'avais jamais envisagé dans ma vie de faire de la politique. C'est aussi la preuve que la politique n'est pas réservée à une élite ou à des gens qui ont des ambitions politiques démesurées et qui prévoient leur coup d'avance 10 ans en avance. Moi, si on m'avait dit que je serais là il y a 2 ans, j'aurais jamais cru, quoi. Ensuite, le pouvoir des eurodéputés, il est limité parce que vous l'avez dit, on n'a notamment pas le pouvoir d'initiative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer de loi. L'équivalent au niveau européen, c'est des directives européennes, comme finalement on pourrait le faire dans toute démocratie au monde, ce qui est un vrai problème institutionnel que nous combattons pour redonner des lettres de noblesse à la démocratie européenne. Encore faut-il que les élus directement par le peuple puissent avoir ce pouvoir, puisque à l'heure actuelle, c'est seule la Commission qui a ce pouvoir, alors qu'elle n'a aucune légitimité démocratique. D'ailleurs, personne ne sait qui est président de la Commission européenne, qui sont les différents commissaires européens qui forment pourtant ce gouvernement européen. Ceci étant dit, les parlementaires européens ont quand même leur mot à dire sur beaucoup de choses. Prenons des exemples concrets qui peuvent parler aux gens. On parle beaucoup récemment des accords de libre-échange qui font qu'on fait venir de l'autre bout de la planète des produits et des marchandises qui devraient venir de l'autre coin de la rue. Et donc du coup on détruit la planète de cette manière-là. Les accords de libre-échange sont votés et validés par le Parlement européen. Si nous refusons de voter un accord en ce moment, celui avec le Vietnam, qui va être discuté à la prochaine session plénière, eh bien concrètement, c'est un pouvoir de l'eurodéputé. Les eurodéputés peuvent interdire les OGM, peuvent interdire
l'ensemble des pesticides. Les eurodéputés peuvent voter des mesures de transparence fiscale obligeant les entreprises multinationales comme Google ou Amazon à nous dire combien d'impôts elles payent dans chaque pays. Voilà concrètement, mais il y en a plein d'autres, des pouvoirs concrets et qui sont des pouvoirs majeurs dont il faut faire usage. Même si on regrette que ces pouvoirs ne soient pas aussi importants qu'on le voudrait. Donc vous avez fait référence à un peu votre trajectoire passée avant d'arriver dans l'institution. Donc on vous sait très mobilisé sur la question des relations entre lobby et institutions européennes. Vous faites une série de vidéos sur votre chaîne Le Coin des lobbies pour montrer comment les groupes d'intérêt, voire des ambassades, arrosent les députés de cadeaux. Et auparavant, vous avez aussi occupé le poste de plaidoyer justice fiscale et inégalité chez Oxfam. Comment ces combats donc, contre les injustices fiscales et pour la régulation des lobbies se prolongent-ils dans vos actions parlementaires ? Déjà par le fait de donner à voir, moi je considère que notre rôle, en particulier quand on est un parlementaire d'un groupe minoritaire comme le nôtre de la gauche unitaire européenne, c'est un peu d'être lanceur d'alerte, de donner à voir ce qui se passe ici dans cette institution où les lobbies ont une influence démesurée. Mais au-delà même de ce que moi j'avais pu voir à travers mon œil associatif, et pourtant Dieu sait que je travaillais sur des sujets qui intéressent beaucoup les lobbies, à savoir la lutte contre l'évasion fiscale, ils ont beaucoup à perdre ou à gagner, c'est selon, dans la régulation en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Au quotidien, on reçoit une tonne de mails. Alors vous parliez des cadeaux, mais les cadeaux c'est la phase émergée de l'iceberg. En réalité, l'influence des lobbies elle est pernicieuse, elle s'exerce de tellement de manières différentes et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'arguments dans certains utilisés par certains parlementaires dont on sait très bien l'origine et qu'ils proviennent des lobbies. Donc c'est un véritable enjeu. Pour moi, il y a plusieurs moyens de les contrôler. D'abord, donner à voir leur poids, leur rôle, leur influence, d'une part. D'autre part, interdire purement et simplement toute forme de cadeau. Ça ne devrait même pas exister. Et enfin, renforcer ce qu'on appelle l'empreinte législative, c'est-à-dire forcer à déclarer l'ensemble de l'origine des amendements que l'on peut déposer en tant qu'eurodéputé, avoir un registre des lobbies qui soit obligatoire, c'est pas le cas à l'heure actuelle, et qu'on connaisse exactement l'activité des lobbies et qu'on en limite au maximum leur influence. C'est un vrai enjeu démocratique parce que quand ceux qui font la loi sont en fait des intérêts financiers qui défendent des intérêts particuliers spécifiques, là où on est censé, nous, en tant qu'eurodéputés, défendre l'intérêt général, alors ça devient un problème démocratique majeur. Je peux vous donner des exemples concrets. On reçoit des dossiers, par exemple, de la part d'un groupe de lobby qui s'appelle les Amis des Plantes. Vous dites formidable, ce sont les Amis des Plantes. Et en fait, ils vous expliquent à quel point les pesticides sont bons pour les plantes. Études scientifiques à l'appui, qu'ils payent évidemment. Et ça, c'est le quotidien de ce qu'on peut recevoir et de ce qu'on peut voir ici au Parlement européen. Et malheureusement, je regrette que la plupart des eurodéputés soient sensibles à ces arguments-là. Toutes les règles qu'on peut mettre en place à l'encontre de ces lobbies, et de manière plus générale, ce pourquoi je me bats ici au niveau européen, c'est qu'on peut en mettre davantage de régulation de l'économie. Et par régulation de l'économie, j'entends régulation du libre-échange effréné qui favorise des grandes entreprises multinationales au détriment des droits humains et de la planète, réguler les pratiques fiscales de ces grandes entreprises multinationales qui se jouent des règles fiscales européennes et qui en particulier exploitent les paradis fiscaux européens comme l'Irlande ou le Luxembourg. Dernier combat que moi je veux mener, c'est pour un devoir de vigilance des entreprises multinationales pour qu'elles soient rendues responsables des violations des droits de l'homme dans leur chaîne d'approvisionnement, qui sont 3 combats majeurs que je vais mener et qui tiennent tant à la question de contrer le poids des lobbies ici au niveau européen qu'à la nécessaire régulation de l'économie. Le combat pour réguler les relations entre lobby et Parlement européen, par exemple, on pourrait penser aussi d'autres institutions, ça se passe dans une commission en particulier, ou c'est un effort plus général C'est un effort plus général parce que je pense qu'on a un devoir et une responsabilité en tant qu'eurodéputé justement de donner à voir les lobbies sur l'ensemble des sujets sur lesquels ils peuvent être concernés, que ce soit des sujets économiques ou environnementaux notamment. Après, de fait, la commission AFCO, Affaires constitutionnelles, est celle qui est en charge des règles un peu institutionnelles de notre maison, mais
le niveau d'ambition affiché jusqu'à présent est assez limité. Je vous donne un autre exemple concret sur lequel nous on s'est battu, c'est sur la question des conflits d'intérêts. Dans la commission des affaires juridiques dans laquelle je siège, on est amené à contrôler les conflits d'intérêts des commissaires européens qui sont nommés, donc l'équivalent du gouvernement européen. C'est quand même pas une petite question. En théorie, on est censé pouvoir récuser la nomination de commissaires européens s'ils ne respectent pas un certain nombre de règles déontologiques fondamentales de contrôle des conflits d'intérêts. Parmi ceux-là, on avait le cas Sylvie Goulard qui avait reçu quand elle était eurodéputée plus de 10 000 € de rémunération en plus de ses indemnités de la part d'un think tank américain pour des missions absolument obscures qui quand même peuvent faire penser à un conflit d'intérêts potentiel. On peut penser à Thierry Breton, le commissaire français qui a été finalement nommé, qui était quand même à la tête d'une des plus grandes multinationales européennes, Atos, dont les missions correspondent précisément aux missions qui seront les siennes en tant que régulateur et en tant que commissaire européen. Ça pose d'énormes questions de conflit d'intérêts. Dans les deux cas, ces deux commissaires n'ont pas été récusés à la phase d'examen des conflits d'intérêts. Sylvie Goulard a été récusée en fait dans une phase ultérieure, mais qui était une phase normalement de contrôle politique, ce qui illustre la faiblesse, à notre sens, du contrôle des conflits d'intérêts qui existent aujourd'hui au niveau européen. Et nous, on se bat pour l'établissement d'une autorité indépendante qui serait en charge du contrôle des conflits d'intérêts, de l'examen des conflits d'intérêts, de l'examen aussi des informations qui sont fournies par les commissaires et qui donne à cette commission aussi les moyens d'investiguer, puisque à l'heure actuelle c'est un contrôle qui est fait par la commission des affaires juridiques sans temps, sans moyens et sans indépendance, qui fait quand même 3 critères problématiques. Vous avez été shadow rapporteur, déjà est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Donc shadow rapporteur pour la résolution du Green Deal au Parlement européen sur un texte transmis par la Commission. Donc vous avez négocié avec des rapporteurs de tous les groupes parlementaires, donc de toutes les orientations politiques, pour un texte final que vous jugez relativement décevant. C'était pourtant le gros dossier du début de législature sur lequel avait fondé beaucoup d'espoir et qui avait aussi permis à la présidente de la Commission, Van der Leyen, d'obtenir la confiance au Parlement et notamment le soutien du groupe des Verts. Est-ce que c'est si étonnant en fait un texte si maigre en concession écologique de la part d'un Parlement dominé par la droite et le centre-droit de la même manière que la Commission finalement? En fait, il y a eu la communication de la part de la Commission européenne il y a quelques semaines qui traçait la feuille de route de la Commission européenne sur le Green Deal. Attention, au niveau européen, on parle de Green Deal et pas de Green New Deal. Ça a son importance parce que en réalité, ce qu'ils mettent derrière et ce que la Commission met derrière, c'est les vieilles méthodes qu'on package ensemble sous l'étiquette du Green Deal. Et le fait qu'il n'y ait pas le mot new et nouveau est assez symptomatique et représentatif de l'absence de volonté de mettre en place des pratiques et des politique moderne à l'aune du défi climatique. Et donc ça, c'est la position de la Commission européenne qui a été présentée il y a quelques semaines. Et nous, Parlement européen, on était amenés à donner notre position. Quelle est notre vision du Green Deal ? Et c'était ce qui a fait l'objet de négociations ces dernières semaines et donc du vote de la résolution la semaine dernière. Être rapporteur sur un texte, chaque groupe politique nomme un rapporteur, donc quelqu'un qui est en charge des négociations au nom de son groupe. Je le faisais aussi avec ma casquette de coprésidente du groupe pour indiquer l'importance que relève ce sujet pour nous, qui est, j'insiste, pas un sujet climatique ou environnemental. On parle ici de transformation profonde de notre société. Dans le Green Deal, on touche les questions commerciales, les questions de transport, les questions de biodiversité, les questions économiques, les questions financières, les questions de marché intérieur. En fait, c'est l'ensemble de la société qui doit être transformée à l'aune du défi écologique. C'est en tout cas la définition que l'on doit donner selon nous au Green Deal. Les négociations se sont en effet déroulées entre les différents groupes et l'issue est décevante. Je suis pas d'accord avec vous de dire est-ce que c'est si surprenant que ça. Peut-être c'est mon côté naïf ou optimiste, mais quand on fait de la politique, il faut être optimiste. Parce que aujourd'hui, on n'a pas besoin de la droite au Parlement européen. C'est certes le groupe majoritaire, mais ne détient pas la majorité du Parlement européen, et on peut faire une majorité sans le PPE, ce qui est nouveau par rapport à la mandature précédente. Et je trouve que le poids de la droite a été démesuré dans ces négociations. Parce qu'on a au final un texte qui trace un horizon de lutte contre le changement climatique, qui associe la question fondamentale de la lutte contre les inégalités, donc jusque-là on est plutôt satisfait, mais qui ne remet pas en question les vieux dogmes du XXe siècle, qui ne remet pas en question les politiques d'austérité, donc qui se prive des moyens financiers pour
financer ce grand plan d'investissement vert que l'on souhaite, ce Green Deal, qui ne remet pas en question les politiques de libre-échange et donc qui va continuer à commercer avec le monde entier en abaissant les barrières douanières pour faire venir de l'autre bout de la planète, pour faire venir par exemple votre lait de Nouvelle-Zélande, hein, du lait il y en a qui est produit en France et autant favoriser le lait français, pas pour des raisons nationalistes, mais parce que ça n'a aucun sens de faire venir sur un cargo un produit qui est disponible au coin de la rue. Par ailleurs, c'est aussi bon pour l'emploi, soit dit en passant, ce qui est quand même pas une maigre question. Pareil, la résolution sur le Green Deal ne remet pas en question le tout marché qui est une religion quasiment au niveau européen. Par exemple, la résolution ouvre la voie à la libéralisation du marché de l'énergie, là où on pense qu'à l'inverse, on devrait garantir un droit à l'énergie, un droit universel, notamment pour les plus précaires, à se chauffer, à pouvoir se faire à manger, à avoir de l'eau chaude, bref, des droits fondamentaux les plus élémentaires qui permettent aussi de lutter contre le changement climatique si par exemple on fait l'isolation des logements. Donc tout ça pour dire que cette résolution, elle fixe de grands principes sans remettre en question les politiques qui nous ont amenés à la catastrophe écologique. C'est là où on est déçu et c'est pour ça qu'on a fait le choix douloureux de ne pas signer cette résolution. On aurait aimé signer cette résolution, on a commencé les négociations en ayant cette volonté, mais à la fin, elle ne correspond pas à notre ambition en matière de Green Deal que nous avons élaboré dans le cadre d'un contre-projet qui trace un véritable plan d'investissement écologique et social à même de créer et de répondre à l'urgence écologique et sociale qui devrait tous nous occuper. On connaît l'importance et le poids des règlements, des décisions et des directives européennes sur nos quotidiens en tant que citoyens de l'Union européenne, mais pourtant les institutions européennes paraissent toujours inaccessibles. On les traite de manière assez pauvre médiatiquement. À votre avis, comment on peut intéresser les citoyens à ces affaires européennes qui sont quand même déterminantes? Et vous, de votre côté, comment vous essayez de rendre l'institution accessible et ouverte aux citoyens? Alors d'abord dire que les médias ont une responsabilité immense. Ils nous accusent souvent, nous les politiques, de faire du populisme ou je ne sais quoi d'autre. Mais en réalité, regardons le temps d'antenne que représentent les enjeux et sujets européens dans les principaux médias. C'est moins de 3%. Et la France est un des pays qui traite le moins les sujets européens. Il ne faudra pas s'étonner à la fin que les sujets européens soient mal compris ou appréhendés. Pour autant, les enjeux européens régulent notre quotidien. Le matin, quand vous vous levez, les céréales que vous avez dans votre assiette, si elles ont été produites avec ou sans pesticides, c'est une régulation européenne. Les transports que vous prenez pour aller à votre boulot, si vous avez des transports publics ou non, c'est une régulation européenne. Quel type et modèle de transport nous voulons? Les droits sociaux que vous avez au travail, votre protection sociale, vos retraites. Tiens, on parle beaucoup des retraites en ce moment en France. Personne ne sait que dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen, qui est le processus de contrôle budgétaire européen, la Commission européenne a recommandé une réforme des retraites pour faire des économies. Que fait la France? Une réforme des retraites pour faire des économies. Donc tout ça n'a pas de hasard et il y a une traduction concrète dans notre quotidien, d'où l'importance des enjeux européens. Maintenant, comment on fait pour rapprocher les enjeux européens du quotidien? Moi, en tant qu'eurodéputé, j'essaie au maximum de faire de la pédagogie sur les enjeux européens. C'est pour ça que je fais une vidéo hebdomadaire qui s'appelle Le bruit qui court, dont l'objectif est de parler des coulisses du Parlement européen, de tout ce qui se trame ici où personne n'y comprend rien et pourtant c'est un enjeu important. Donc chaque semaine, on décrypte un ou plusieurs sujets. Par exemple, cette semaine, on va parler de l'accord de libre-échange avec le Vietnam. C'est sûr, il ne fait pas la une des journaux. Et pourtant, c'est un nouvel accord de libre-échange signé avec un État comme le Vietnam qui en plus emprisonne ses défenseurs des droits de l'homme, qui va avoir un impact écologique majeur et qui vient d'être voté par la Commission en charge des affaires commerciales ici au Parlement européen et qui va être voté en session plénière dans plusieurs semaines. Donc on a, nous, un travail de pédagogie et je le fais au quotidien pour décrypter ce qui se passe ici au Parlement européen et je pense qu'on a un enjeu aussi à ramener ce qui se passe en France, ce qui se passe dans la tête des gens aux institutions européennes qui sont souvent tellement coupées de la réalité. Moi j'ai le sentiment chaque jour quand je viens ici au Parlement européen qu'il y a des murs immenses qui séparent les institutions européennes de la réalité des gens. C'est pour ça que j'avais lancé cette initiative qui s'appelle 1000 bornes dans une Europe en berne et dont l'objectif est
de parcourir la France, peut-être après l'Europe, mais commençons déjà par la France, à vélo, et d'aller à la rencontre des gens. Je le fais dans le cadre de ce qu'on appelle ici des semaines vertes, qui sont des semaines banalisées, et pour lesquelles certains eurodéputés prennent des vacances, je le regrette. Moi, j'ai fait le choix d'aller parcourir la France en vélo, donc j'ai déjà fait une première série d'étapes dans le sud de la France, où on a rencontré des agriculteurs, des scientifiques du climat, des militants à la frontière italienne qui défendent le droit des migrants. Et l'objectif, c'est de parler de situations concrètes sur lesquelles on est amené à réguler au niveau européen. J'ai par exemple été beaucoup marquée par une rencontre que j'ai eue avec des agriculteurs qui racontent les difficultés qu'ils ont à obtenir des fonds européens parce qu'ils ont une petite exploitation qui sort du modèle d'agro-industrie soutenu par le modèle européen, et pourtant on va être amené à revoir la politique agricole commune au niveau européen. Donc il faut ramener ces histoires, ces cas concrets dans le cadre des institutions européennes et des régulations que nous sommes amenés à avoir. Voilà, je pense que c'est la meilleure manière que l'on puisse faire.